J'espère que vous m'entendez correctement. Les installations évoluent fortement avec des nouvelles technologies de chaudière, de groupe de froid, de pompe à chaleur, avec la recherche de performance, nouvelles technologies de pompe à vitesse variable. Et évidemment, le réseau, la distribution hydraulique doit évoluer en conséquence. Quand on fait souvent l'analogie dans notre métier entre un bâtiment, l'installation CVC et le corps humain. Quand on ne se sent pas bien, on va voir son médecin et puis il vous reçoit et il vous demande eh bien qu'est-ce qui vous arrive, mon bon monsieur, alors vous vous installez et puis vous lui dites voilà, j'ai un peu mal à la tête, je suis fatigué. Donc il vous écoute gentiment, surtout actuellement il va vite détecter que vous avez éventuellement attrapé une mauvaise bactérie. Et donc ici, très vite, il va prendre son instrument, son stéthoscope, et il va commencer à mesurer, à écouter votre corps, à mesurer la pression, à mesurer la pulsation du cœur, et finalement à déceler si jamais il n'y a pas des problèmes de fonctionnement hydraulique de votre installation. Et s'il entend des scratch dans votre circulation sanguine, il va dire oulala, là il y a des problèmes de circulation, donc il va falloir envisager de nettoyer, de mettre un bypass, de mettre une vanne qui va changer le débit de l'installation. Donc ça c'est ce que l'on va faire, et le réseau hydraulique c'est ça d'une installation. Et bien même si on a une pompe qui marche très bien, un système métabolique qui marche très bien, et bien si l'hydraulique a des défauts, on a des gros problèmes de fonctionnement sur nos bâtiments. Alors quand on regarde une installation, eh bien on va la regarder dans son ensemble. Et finalement, si on regarde la partie production, la partie distribution et la partie émission, on se rend compte qu'une fois qu'on a investi dans des technologies, on investit dans des chaudières, on a un bâtiment, on investit dans des groupes de froid, eh bien suivant comment on va utiliser l'énergie, c'est-à-dire finalement le comportement de la vanne de régulation qui va se trouver sur l'unité terminale, la vanne qui est à portée de l'utilisateur, eh bien, suivant le comportement de cette vanne, l'installation va se comporter complètement différemment. Donc la même installation, suivant si vous pilotez en tout ou rien, si vous pilotez en débit constant, en débit variable, eh bien, le comportement thermique et hydraulique ne sera plus le même. Et ici, on montre des exemples. Vous avez 3 graphes en fonction d'une installation où vous travaillez en débit constant. Et le graphe de gauche ici, si on prend le temps de le regarder, il vous montre quelle est la température de retour de l'installation en fonction de la puissance que vous consommez. Et vous vous rendez compte que quand les 23 voies commencent à se fermer puisque je suis à débit constant, je renvoie de l'eau froide sur le retour. Là, je suis sur l'installation de froid, mettons du 6-12. Et donc, je renvoie de l'eau froide sur le retour. Je renvoie de l'eau de plus en plus froide sur les groupes de froid. Et je suis en train de dégrader le rendement des groupes de froid. Maintenant, vous prenez exactement la même installation. Tout est pareil. Et vous dites, tiens, les vannes de régulation, maintenant, je vais les faire fonctionner en débit variable, pas en débit constant. Donc, une vanne de voie qui s'ouvre et qui se ferme. Et je vais les faire travailler en débit variable en tout ou rien. Donc, soit la vanne est ouverte, soit elle est fermée. Et là, vous apercevez que votre température de retour d'installation, elle a changé. C'est le graphe du milieu. Eh bien, soit la batterie est ouverte, et à ce moment-là, j'envoie de l'eau à 6 et je reviens avec de l'eau à 12. Soit elle est fermée, et bien là, je ne renvoie rien du tout. Donc ça veut dire que je renvoie toujours de l'eau à 12 degrés sur mon installation ou proche de 12 degrés. Donc ça, c'est une autre situation. Troisième cas de figure, vous dites, tiens, maintenant, je vais changer de stratégie. Au lieu de travailler en tout ou rien, ouvert, fermé, je vais travailler en modulant. Vous savez, quand on conduit une voiture, c'est un petit peu la même chose, tout ou rien modulant. Tout ou rien, c'est le gars le matin, c'est un gars nerveux, impulsif. Il monte dans sa voiture, il appuie à fond sur la pédale accélérateur, et puis il arrive au feu rouge, il s'arrête. Et puis dès que le feu passe au vert, il appuie à fond sur la pédale. À ce moment-là, il repart à fond. Évidemment, on s'aperçoit qu'il a des consommations énergétiques qui sont importantes. Celui qui va faire une régulation modulante, il va adapter sa vitesse en fonction de son trajet. Et il va anticiper, par exemple, le feu qui est au rouge, il va commencer à ralentir. Et puis quand le feu passe au vert, il va commencer à accélérer progressivement. Et bien, on voit que le dernier graphe, ça nous montre le comportement de l'installation. Si je suis en débit variable modulant, la température de retour, au lieu de renvoyer de l'eau qui va se rapprocher des 6 degrés, au contraire, elle va se rapprocher de 24 degrés. C'est-à-dire que je vais favoriser le rendement des groupes de froid, je vais favoriser le rendement des chaudières si je suis à chaudière à condensation. Donc vous voyez, c'est la même installation. Suivant comment je vais décider de gérer mon hydraulique, le comportement ne sera pas le même. Ici, c'est pour vous montrer des rendements de groupes de froid. Vous voyez, si je renvoie de l'eau à 12,5 degrés, eh bien, j'ai un COP ici de 5.
Et si je renvoie de l'eau qui se rapproche de 10 degrés, j'ai un COP qui est passé à 4,2, un coefficient de performance. Hein. Donc ça veut dire que mon rendement a chuté entre 15 et 20%. Et c'est la même machine frigorifique, c'est le même investissement. Seulement, à l'année, ma consommation est en train d'augmenter sur mon installation. Pour les pompes, c'est la même chose. Suivant si je vais travailler à débit constant, débit variable, et comment je vais travailler, tout ou rien ou modulant, eh bien mes consommations électriques des pompes vont changer, tout simplement parce que la consommation électrique d'une pompe dépend du débit que vous consommez tout au long du fonctionnement de l'installation. Et si vous êtes en débit variable, vous consommez le minimum de débit tout au long du fonctionnement de l'installation. Donc vos consommations électriques de pompes vont chuter. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que représentent les consommations des pompes sur une installation. En chaud, ça ne représente pas grand-chose en fait. En chaud, les consommations électriques des pompes, on considère que ça représente entre 1 et 2% de la consommation globale de l'installation. Bon, vous dites, si j'arrive à économiser 50% de 2%, je fais simple, ça va faire la moitié, j'ai gagné 1%. Généralement, on ne se lève pas le matin en sursaut pour dire qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner 1%. On va chercher plus que ça sur nos installations. En froid, ce n'est pas tout à fait la même chose. En froid, les coûts de pompage sont plus significatifs. Ils pèsent entre 10 et 15% de la consommation de l'installation. Donc maintenant, si je gagne 50% sur les coûts de pompage, j'ai gagné autour de 7% de consommation énergétique de tout un site. Imaginez un site hospitalier, un site industriel. Si vous gagnez 7% de consommation énergétique, ça commence à faire des enveloppes très importantes. Donc ça, c'est pour les coûts de pompage. Et maintenant, on a des évolutions. Comme je le disais, l'hydraulique doit évoluer en fonction de ces évolutions technologiques que l'on a pour chercher la performance. Quand on regarde une vanne de régulation sur une distribution, on a les vannes de régulation qui vont contrôler les débits, réguler les températures sur le système jusqu'à l'unité terminale. Eh bien, les vannes de régulation, finalement, on a deux problèmes à gérer. Le premier problème, vous voyez la vanne de régulation ici sur cet échangeur, elle reçoit un signal 0,10 volts, donc elle va s'ouvrir, se fermer pour réguler la puissance de l'échangeur. Eh bien, la première chose, c'est que finalement, la puissance de l'échangeur, c'est le schéma ici à votre gauche, ce n'est pas quelque chose de linéaire. En fait, c'est quelqu'un qui est un peu soupolé, caractériel. Quand vous commencez à envoyer de l'eau dans votre échangeur, tout d'un coup, vous avez beaucoup de puissance. Vous voyez cette non-linéarité de la courbe ici à gauche du schéma. C'est-à-dire que dès que vous envoyez un peu d'eau, hop, vous avez beaucoup de puissance. Et puis ensuite, il commence à se calmer. Alors ça, c'est difficile à réguler parce que quand vous voulez contrôler quelque chose, eh bien, ça veut dire c'est quelqu'un qui est très impulsif. Alors pour contrecarrer ça, finalement, on va associer à cet échangeur, on va le marier avec une personne qui a un caractère opposé. On va le marier avec une vanne qui a une caractéristique dite égal pourcentage. Vous voyez, c'est le graphe du milieu où ce n'est pas une vanne linéaire. C'est-à-dire que maintenant, cette vanne-là, si je l'ouvre à 50%, si vous regardez bien sur le schéma, eh bien, si je l'ouvre à 50%, combien de débit j'obtiens ? Eh bien, 50% sur le schéma du milieu, j'obtiens à peu près 20% de débit, la courbe en rouge. 20% de débit, ça correspond à combien de puissance ? Eh bien, maintenant, c'est le schéma de gauche, la courbe bleue. Eh bien, 20% de débit, ça correspond à 50% de puissance. Donc, j'ai ouvert la vanne à 50%. Et j'obtiens 50% de puissance. J'ai linéarisé le système. C'est pour ça qu'on appelle ces vannes-là des vannes égales pourcentage. Elles ont fait l'égalité entre le débit et la puissance de l'installation. Ce sont des vannes particulières, un usinage particulier pour faire cette régulation modulante. Au début de l'accord, ici, je suis en train de parler de régulation modulante. En tout ou rien, ça m'est égal. Parce que la vanne, elle est soit fermée, soit ouverte. Ce qui se passe au milieu, à la limite, ce n'est pas très important. Mais en modulant, on va utiliser ces vannes dites égales pourcentage. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que l'on va avoir à gérer, c'est que quand la vanne s'ouvre et se ferme, eh bien, elle va recevoir des variations de pression différentielle. C'est-à-dire que quand la vanne se ferme, eh bien, on va constater que la pression est en train d'augmenter. Plus la vanne se ferme, et plus la pression augmente. Et vous savez, même si vous n'êtes pas spécialiste de l'hydraulique, si j'augmente la pression, j'ai plus de débit. Donc la vanne veut se fermer et le débit voudrait augmenter. Donc on a ce problème-là de gestion de pression différentielle sur les installations. Ce sont les deux problèmes que l'on va devoir gérer sur les distributions hydrauliques. Ça va ? Alors pour faire cette gestion, il y a eu des évolutions technologiques au niveau du matériel. Les premières solutions que l'on va utiliser, c'est en haut de votre écran ici. On va mettre en place sur les réseaux des régulateurs de pression différentielle. C'est-à-dire qu'on va venir stabiliser la pression sur l'installation.
on va faire des installations qui deviennent indépendantes. Parce qu'à chaque endroit où vous avez mis un régulateur de pression différentielle, c'est comme si vous aviez divisé l'installation en morceaux. Et c'est d'ailleurs très intéressant sur les gros sites, si vous avez des sites hospitaliers ou des gros bâtiments, de pouvoir un peu scinder l'installation en découpant avec des régulateurs de pression différentielle. Donc on va mettre en place des régulateurs de pression différentielle. Et puis derrière, on aura les vannes de régulation avec l'équilibrage et la régulation de toutes les batteries, les échangeurs. Donc ça, c'est une première technologie qui est utilisée très couramment sur nos installations. La deuxième technologie, c'est ce que l'on trouve en bas de votre écran, c'est ce qu'on appelle les vannes à pression indépendante. Alors là, on va un cran plus loin, c'est qu'en fait, dans la vanne, on va venir directement incorporer le régulateur de pression différentielle dans la vanne elle-même. Et finalement, il va stabiliser en permanence la pression sur la vanne. Il va lui donner les meilleures conditions possibles de travail. Donc, c'est des vannes dites à pression indépendante qui existent, les toutes petites jusqu'aux plus grosses vannes qu'on va trouver sur les installations. Et puis, en fait, des nouvelles générations de vannes qui intègrent un débitmètre ultrason. Et là, tiens, on se dit, mais pourquoi mettre un débitmètre ultrason? Une des raisons, c'est finalement de dire, tiens, on va chercher à faire autre chose. Je vais mesurer le débit précisément en continu sur la vanne. Je vais également mesurer les températures aller et la température de retour, ça veut dire le delta T. Et quand en thermique, vous le savez, si j'ai le débit, si j'ai le delta T, eh bien j'ai la puissance. Ça veut dire que la vanne, maintenant, j'ai la possibilité de mesurer la puissance et ça devient également un compteur d'énergie sur votre installation. Et comme on est maintenant plutôt dans une démarche de résultats plutôt que de moyens, eh bien, c'est une façon de mesurer la consommation énergétique sur les installations. Donc ça, c'est la troisième technologie de vanne qu'on va rencontrer. Ici, je vous montre un exemple d'installation de rénovation. Vous savez qu'il y a des gros projets de rénovation où, le client a décidé de changer son installation de débit constant à débit variable. Alors, c'est peut-être pas facile pour vous à lire sur le schéma ici. Mais en fait, cette installation, on voit le tuyau d'alimentation en haut, on vient alimenter des bouteilles casse-pression, vous savez les bouteilles casse-pression qu'on trouve sur les installations, avec une vanne d'équilibrage sur le retour pour régler le bon débit sur la bouteille. Et de l'autre côté de cette bouteille casse-pression, au passage, il n'y a qu'en France qu'on appelle ça des bouteilles. Hein. Dans les autres pays, ils appellent ça des bipasses, casse-pression différentielle. Mais en France, ce bout de tuyau, on l'appelle bouteille. Et ici, de l'autre côté de la bouteille, vous avez une vanne 3 voies, une pompe et vous alimentez une grosse CTA. C'est un site industriel. Donc vous êtes à débit constant sur cette installation. Et ils ont décidé, pour des économies d'énergie, optimisation, de la transformer en débit variable. Et bien simplement, ce que l'on fait sur cette installation, on va venir ici changer un petit peu le schéma hydraulique. En haut à gauche, vous avez la représentation du schéma. Eh bien, on va toujours utiliser la bouteille casse-pression. On va démonter la vanne d'équilibrage et la remplacer en lieu et place par les nouvelles vannes qui vont pouvoir faire la régulation et le comptage d'énergie. Et on va travailler en injection sur la bouteille casse-pression. Finalement, on a remplacé la vanne 3 voies, elle n'y est plus, mais en fait, on a ici maintenant une vanne 2 voies qui travaille en injection. Je suis à débit variable côté primaire, donc j'ai un gain énergétique, et je fais exactement le même fonctionnement qu'avec ma vanne 3 voies. La vanne 3 voies, d'ailleurs, j'en ai plus besoin. Alors sur ce site, ils les ont laissés sur place, hein. On ne les démonte pas, simplement, ils laissent la vanne 3 voies ouverte. Le câble d'alimentation électrique qui allait sur le moteur de la vanne 3 voies, on le prend, on l'amène sur le moteur de la nouvelle vanne qu'on vient d'installer au niveau de la bouteille. La régulation, c'est exactement la même. Et on a converti comme ça le schéma d'un schéma à débit constant à débit variable. Et ils vont le faire progressivement sur tout le site. Et on pourra le faire, ce qui est intéressant, par phase. Vous savez, on n'a pas toujours la possibilité de faire des réversions complètes d'un réseau et on doit le gérer par phase. Donc, juste pour vous montrer des exemples d'applications. Alors, la conclusion de cette approche, et on pourrait évidemment passer beaucoup de temps sur ce sujet-là, on va, quand on prend une installation en main, on va avoir une approche la plus globale possible. En premier, on va regarder au niveau de la production. Au niveau de la production, que ce soit les chaudières, les groupes de froid, on va regarder d'abord la qualité d'eau, le maintien de pression, extrêmement important. Hein. Si on n'a pas un système qui est correctement pressurisé, eh bien, inutile de démarrer les pompes parce qu'on aura des gros déboires de présence d'air dans l'installation. Présence d'air, ça veut dire présence d'oxygène, corrosion, problème de boue sur l'installation. Donc déjà, au niveau de la production, on regarde si tout est correct, si les maintiens de pression, évidemment, sont correctement dimensionnés, s'ils fonctionnent correctement.
Donc ça, c'est au niveau de la production. Ensuite, on va se décaler au niveau des interfaces hydrauliques. Interface, c'est bouteille casse-pression, ballon tampon, échangeur. On va regarder comment se comportent ces éléments-là. Est-ce qu'on n'a pas des phénomènes de débit parasite, des phénomènes de compatibilité de débit. Donc on va regarder comment se transfère le fluide entre la production et le reste de l'installation. Après, on va s'attaquer à la partie distribution de l'installation. C'est bien sûr toute la problématique d'équilibrage hydraulique. Vous savez, c'est quelque chose de naturel. Une installation est naturellement déséquilibrée. C'est-à-dire que l'eau essaie de passer au plus facile. L'eau, on dit, elle est feignante par nature. Elle essaie de passer au plus facile. Il va falloir faire des réglages hydrauliques pour pouvoir faire l'équilibrage de l'installation et faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition des débits sur toute l'installation. On va regarder ça, on va regarder les pompes à vitesse variable, comment on peut les optimiser, l'emplacement des capteurs de pression différentielle par exemple sur l'installation. Donc on va optimiser ça. On va voir quand on a des installations que l'on veut convertir, je le disais précédemment, débit constant, débit variable, ce qu'il va falloir mettre en place. Et puis enfin, on va se préoccuper des unités terminales. Alors unité terminale, centrale de traitement d'air, échangeur, ventilo-convecteur, plafond rayonnant. Donc ici, on va regarder au niveau de ces unités terminales, de nouveau, eh bien, est-ce qu'on veut travailler en régulation tout ou rien ou en modulant? C'est la grosse question d'aujourd'hui ou les grosses évolutions. En France, sur l'unité terminale, on a tendance encore à travailler beaucoup en tout ou rien. Moteur thermique, tout ou rien. Donc ça, c'est la majorité des cas. Ventilo-convecteur, plafond avec des 26 voies, mais qui travaillent en fait en tout ou rien. Dans certains pays, le tout ou rien est rejeté. On n'utilise plus du tout le fonctionnement de tout ou rien. On va travailler en modulant avec un signal 0,10 volts pour les avantages que j'avais cités précédemment en termes d'optimisation des températures de retour, des consommations électriques des pompes. Donc on va essentiellement regarder ça. Et puis on va regarder également un point important, l'aspect coefficient de foisonnement d'une installation. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Vous savez, coefficient de foisonnement d'une installation, c'est dire simplement, voilà, j'ai calculé une puissance sur mon installation, j'ai calculé des ventiloconvecteurs pour mon plateau de bureau ici. Mais finalement, je m'aperçois que mes ventiloconvecteurs, ils ne vont jamais demander 100% de la puissance tous en même temps. Tout simplement parce que j'ai le soleil qui est d'un côté du bâtiment et puis il n'est pas de l'autre. Où les gens sont présents d'un côté mais ils ne sont pas de l'autre. Ça veut dire que finalement j'ai besoin d'installer une puissance de 100% pour tous les ventiloconvecteurs, mais en réalité sur mon plateau, je n'utiliserai jamais 100% de la puissance. Je vais utiliser ce qu'on appelle un coefficient de foisonnement et qui est par exemple de 70%, 0,7. Ça veut dire que je vais régler 70% du débit qu'il me faudrait normalement sur ce plateau. D'accord ? Mais ça, il faudra le gérer correctement parce que si vous avez fait des réglages qui prennent 100% de débit, eh bien, vous allez avoir des déboires si vous avez réglé que 70% sur votre plateau. Donc, il faudra prendre en compte ces coefficients de foisonnement, mais qui seront très intéressants en termes d'optimisation d'installation et également de dimensionnement d'installation. Également, la problématique d'autorité de vente de régulation. Les technologies, je ne parle pas spécialement de produits, mais la société IMI Hydraulique, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, on est spécialisé dans ce domaine de la maîtrise des fluides de l'installation. On ne fait que ça, on ne sait faire que ça, on espère le mieux possible. Gérer les fluides, c'est-à-dire tout ce qui est maintien de pression, avec des systèmes uniquement fermés, c'est-à-dire qu'on refuse tout ce qui est système ouvert, parce que ouvert, ça veut dire en contact avec l'air extérieur, l'oxygène, oxygénation des réseaux. Et puis également les systèmes de désembouage des installations avec des centrales de dégazage par exemple. C'est une des problématiques de nos jours. Hein. On règle des débits qui sont de plus en plus petits sur nos installations. On règle des tout petits débits. Et on veut en plus mettre des vannes, des petites vannes qui vont régler ces débits, pression indépendante et qui reçoivent toute la pression. Ça veut dire qu'on a des problématiques d'encrassement, d'embouage qui sont plus importants que ce que l'on avait avec des technologies plus simple, on pourrait dire, en termes de fonctionnement. Donc des embouages, maintien de pression, enfin dégazage et puis maintien de pression. Ensuite, la partie TA Control qui est connue sur le marché pour l'équilibrage et la partie régulation, donc vanne motorisée, avec des très grosses évolutions dans ce domaine-là. Et puis la partie Meyer pour ce qui est toute la robinetterie de radiateur, le contrôle des débits et des températures jusqu'au radiateur. Et également, et je vais m'arrêter là, on a mis en place de nombreux services
pour aider les entreprises, les sociétés de mise au point, les bureaux d'études, par soit des logiciels. On a un bureau d'études en interne pour pouvoir faire les calculs hydrauliques d'un site complet. On vient de faire un très gros site de calcul hydraulique et on remet les calculs à l'entreprise qui va faire ensuite les réglages hydrauliques de son installation. On a un bureau d'études en interne. Et donc voilà, on est présent ici. Voilà, il me reste à vous remercier et voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci bien. Je dois moi-même aller voir le médecin parce que j'ai ma voix qui commence à s'enrayer. J'ai une question sur le maintien de pression.